Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est Témoignages oculaires, avec une nouvelle préface. Il s'agit d'un ouvrage classique sur l'étude de la mémoire humaine, écrit à l'origine aux États-Unis dans les années 1970. Il a été réimprimé à plusieurs reprises et est toujours très influent aujourd'hui. À l'époque où ce livre a été publié pour la première fois, les huissiers de justice américains n'avaient pas accès à des technologies avancées telles que l'identification et la surveillance ADN, à tout moment et en tout lieu, pour enquêter et recueillir des preuves. Le témoignage oculaire constitue une base importante pour la détermination de la peine. Imaginez que des témoins soient au tribunal, pointant l'accusé du doigt et jurant « il l'a fait. J'ai tout vu. C'est terrible, je n'oublierai jamais ce visage. » Quand il prononce ces mots à ce moment-là, s'il y a plus de preuves, l'affaire est pratiquement close. L'accusé, en revanche, ne peut que rester assis, désespéré et craintif, en attendant le verdict. Mais du début à la fin, les gens de cette époque avaient l'habitude d'ignorer une question, le témoignage des témoins oculaires mérite-t-il d'être pleinement cru? Vous pourriez vous demander si je recueille les témoignages de plusieurs témoins oculaires et que je les laisse se corroborer les uns les autres, cela améliorera-t-il la précision du jugement? Ou bien, observer la performance des témoins lorsqu'ils parlent, ceux qui s'expriment avec assurance et parlent couramment sont dignes de confiance, tandis que ceux qui hésitent et doivent réfléchir à deux phrases après avoir prononcé une phrase inventent très probablement des faits. Mais le livre qui sera expliqué dans cet épisode nous dit que ces méthodes sont de peu d'utilité, et même les témoignages sobres et rationnels ne peuvent être pris à la légère. Cela n'a pas grand-chose à voir avec la motivation et le niveau moral des témoins, mais plutôt avec notre mécanisme de mémoire humaine à l'œuvre. Les choses que nous pensons savoir et croire de tout cœur ne sont pas toujours vraies. L'auteur rappelle que la mémoire humaine n'est pas essentiellement une reproduction de situations réelles, mais une reconstruction de la mémoire. Aujourd'hui, de grands changements ont eu lieu dans le domaine de la psychologie, du droit et de la technologie des enquêtes criminelles. Et après tant d'années, des avocats, des psychologues et des étudiants du monde entier lisent encore ce livre. C'est précisément parce que ce livre a établi un cadre pour l'étude de la mémoire humaine et a influencé l'orientation des recherches connexes dans les générations ultérieures. Comprenons pourquoi la mémoire est souvent peu fiable. Quels facteurs affectent ou même modifient votre mémoire? Les recherches des générations ultérieures sur la mémoire n'ont toujours pas échappé à cette portée. Une introduction spéciale à l'auteur de ce livre, Elizabeth Loftus, est une experte bien connue dans le domaine de la psychologie cognitive. Elle a été nommée l'une des 100 psychologues les plus remarquables du XXe siècle par la General Psychology Review. Elle a également comparu dans des centaines de procès en tant que témoin expert ou consultante et a vécu personnellement diverses procédures judiciaires. Ses recherches systématiques sur la mémoire ont également influencé le processus judiciaire aux États-Unis. Par exemple, la condamnation doit s'appuyer sur des preuves autres que l'identification par un témoin oculaire, et toute identification d'un témoin avant le procès doit être accompagnée d'un avocat. Ensuite, je partagerai avec vous tout le processus de génération de mémoire. Pourquoi nos mémoires sont-elles si fragiles? Quels facteurs remodèlent nos souvenirs? Première partie. Pour expliquer pourquoi les souvenirs sont fragiles, nous devons d'abord parler du processus par lequel les souvenirs surviennent. Il existe déjà un consensus dans le domaine de la psychologie, lorsque nous vivons un événement majeur, notre traitement de l'information n'est pas comme un magnétoscope qui enregistre l'intégralité de l'événement intact dans le cerveau. La situation actuelle de la mémoire est très compliquée, mais elle passe essentiellement par 3 étapes. La première est l'étape d'acquisition d'informations. C'est-à-dire la perception d'un événement, ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est votre premier sentiment sur l'événement. La seconde est l'étape de conservation des informations. C'est le temps qui s'écoule entre la perception et le rappel final d'une information. La troisième est l'étape de récupération d'informations, où nous rappelons les informations précédemment stockées. Veuillez noter qu'après avoir franchi ces 3 étapes, il est fondamentalement impossible de restaurer complètement la réalité par la mémoire. On peut dire que chaque étape doit passer par de nombreuses difficultés, compliquées et inévitables. Examinons d'abord l'étape perceptuelle de la mémoire. À ce stade, l'état mental du témoin va engendrer des biais cognitifs. Par exemple, le stress mental des témoins. La recherche montre que lorsque les gens sont soumis à un stress mental important, ils ont tendance à se concentrer uniquement sur certains aspects d'un événement et à ignorer d'autres détails. Cela est particulièrement vrai dans les cas. Les témoins de nombreux incidents violents concentreront inconsciemment l'essentiel de leur attention sur les armes aux mains des auteurs. Il n'y a presque pas de temps libre pour prêter attention à l'environnement au moment où l'incident s'est produit et à l'apparence de l'agresseur. Il existe un terme pour cela en psychologie, appelé « concentration sur les armes ». Il est concevable que si l'attention des témoins n'était pas portée sur l'apparence du criminel au moment de l'incident, on leur a demandé par la suite d'identifier la personne qu'ils ont vue ce jour-là. De tels témoignages et résultats sont évidemment discutables. Autre exemple, les attentes subjectives des gens peuvent également provoquer des biais cognitifs chez les témoins. Un tel cas s'est produit, dans les années 1950, un groupe de 5 personnes partait à la chasse en voiture. Alors qu'elles traversaient un champ, la voiture s'est enlisée dans la neige et n'a plus pu bouger.
2 d'entre eux se sont donc rendus dans une ferme voisine pour demander de l'aide. Les 3 autres sont restés sur place. Les 2 personnes qui se rendaient à la ferme venaient de faire la moitié du chemin lorsqu'elles sentirent soudain qu'elles n'avaient pas besoin de 2 personnes pour demander de l'aide. Il valait mieux laisser l'une d'elles et se promener sur la colline voisine pour voir si elles pouvaient trouver le cerf qu'ils voulaient chasser. À cette époque, les gens restés sur place virent vaguement quelque chose bouger sur les montagnes voisines. Alors il a appelé son ami et lui a dit « Écoute, c'est un cerf ?» C'est ce que pensait mon ami. Ils ont levé leurs fusils et ont tiré dans cette direction. Le cerf trébucha en avant et poussa un cri. Cela ressemble à un cri quand on est blessé. L'ami a alors crié « Ne le laissez pas s'enfuir, aidez-moi à l'attraper ». Alors ils ont tiré un deuxième coup de feu, puis un troisième coup de feu. Ce n'est que lorsqu'ils se sont précipités tous les 2 qu'ils ont découvert avec horreur qu'il n'y avait pas de cerf. Ce n'était pas le cerf, mais leur ami, qui avait été abattu. Plus tard au tribunal, l'homme qui a tiré a admis que ce à quoi il pensait et ce qu'il avait vu dans ses yeux était bien le cerf. Ce terrible incident aurait été causé par des attentes erronées. Les chasseurs recherchent des signes de cerf et lorsqu'ils voient quelque chose bouger, ils pensent avoir trouvé une proie. Il voulait entendre le cri d'un cerf, alors il a confondu les cris de son ami avec le cri du cerf. Un psychologue nommé Whipple a dit un jour, les observations des choses par les gens, sont particulièrement sensibles à l'influence des attentes, mais cela est susceptible de provoquer des malentendus. Ce que nous entendons et voyons est souvent ce que nous nous attendons à voir. Et écoute. Le cas que nous venons de mentionner est une attente temporaire. Si nous pouvons comprendre plus clairement l'impact important de cette attente temporaire et consacrer plus d'énergie à prêter attention à d'autres informations lorsque nous prenons des réactions ou des décisions importantes, nous pourrons peut-être éviter des accidents similaires. Cependant, il existe également des schémas de pensée profondément enracinés qui, de manière subtile et persistante, nous amènent à formuler diverses attentes à l'égard des événements. Cela conduit également, dans une large mesure, à des erreurs dans notre perception. Il existe un état d'esprit typique appelé attente culturelle, que nous appelons habituellement les stéréotypes. Tout comme beaucoup de gens pensent que les Asiatiques sont particulièrement soignés, les Européens et les Américains sont plus joyeux, et certains groupes de personnes sont évidemment enclins à la violence à première vue, etc. Les chercheurs ont mené une série d'expériences à ce sujet et ont découvert que les gens perçoivent et se souviennent des choses dans leurs états communs. De nombreuses personnes ayant participé à l'expérience ont commis une erreur similaire, lorsqu'elles se souvenaient de la scène de la photo, elles disaient que la pharmacie qui se trouvait à l'origine au milieu de la rue se trouvait au coin de la rue. Car les pharmacies de leur quartier se trouvent généralement à l'intersection de 2 rues. Ce qui est dessiné sur la photo est évidemment une ambulance de la Croix-Rouge chargée d'explosifs. Lorsque la plupart des gens s'en souvenaient, ils disaient qu'ils transportaient des fournitures médicales. Parce qu'ils estiment que le véhicule de la Croix-Rouge devrait être utilisé pour des soins médicaux. Vous voyez, les stéréotypes sont partout, mais on ne sait pas s'ils sont réellement vrais. Surtout lors d'événements tels que la collecte de preuves et les procès qui auront un impact significatif sur les autres, les attentes culturelles et nos préjugés personnels sont autant de facteurs perturbateurs qui doivent être strictement éliminés. Après avoir parlé de l'état mental du témoin, au stade de la perception de la mémoire, l'événement lui-même interférera également avec l'exactitude du témoignage du témoin. De nombreuses études ont montré que les scènes uniques, vivantes et inédites attirent davantage l'attention des gens, tandis que les gens se souviennent rarement de celles qui sont routinières, ordinaires et insignifiantes. Ces conclusions sont faciles à comprendre et font désormais consensus, je n'en dirai donc pas plus. Examinons un autre facteur important qui affecte la perception de l'information par les gens, le degré de violence de l'événement. Un psychologue a réalisé 2 vidéos, avec exactement le même début et la même fin. La seule différence est que l'une est une version violente, les policiers dans la vidéo frappent directement une autre personne, l'autre est une version non violente, les 2 parties n'échangent que des mots. Ils ont invité 2 groupes de personnes à regarder 2 versions différentes. Les résultats ont montré que, qu'ils soient hommes ou femmes, ceux qui regardaient la version violente de la vidéo avaient des capacités de mémorisation nettement plus faibles. Cela pourrait confirmer ce que nous avons dit au départ, à savoir que le stress réduirait la perception des gens. Mais quelle qu'en soit la raison spécifique, cette conclusion revêt une importance pratique importante pour le jugement judiciaire. Autrement dit, pour les événements qui peuvent susciter de fortes émotions, soyez extrêmement prudents lorsque vous jugez un témoignage. D'accord, ce dont je viens de parler, c'est l'étape de perception de la mémoire. Nous découvrirons que la mémoire ne fait que commencer et qu'il existe de nombreux facteurs qui font que les informations que nous obtenons sont déformées, voire erronées. Mais ici, autant faire une hypothèse, il s'est avéré qu'il y avait un témoin magique qui a intelligemment évité tous les pièges de la phase de perception et a complètement vu l'incident et les détails nécessaires. Alors, notre témoin de qualité peut-il parfaitement restituer les faits? Malheureusement, la réponse est non. Parce que dans la deuxième étape suivante, l'étape de rétention de la mémoire, divers facteurs tenteront encore d'envahir ou même de modifier sa mémoire. La seconde partie. Jetons un coup d'œil aux défis auxquels notre mémoire est confrontée pendant la phase de rétention.
Le premier défi est résumé par l'auteur comme étant l'information ex post facto. Après avoir été témoin d'un événement majeur, notre attention ne s'arrête généralement pas là. À l'avenir, nous continuerons à être exposés à de nouvelles informations à ce sujet. Par exemple, quelqu'un a été témoin d'un accident de voiture sur place et n'a vu aux informations que le lendemain que le conducteur était ivre avant l'accident. Ou encore, quelqu'un voit un différend et entend ensuite un ami expliquer la cause et l'effet du différend. De nombreuses études ont montré que les informations apprises après coup peuvent directement modifier la mémoire des témoins. L'auteur de ce livre a un jour confié à des étudiants une tâche intéressante dans un cours de psychologie cognitive, demander aux étudiants de créer un souvenir qui n'existait pas dans l'esprit des autres. Cela ne semble-t-il pas difficile? Mais le résultat est choquant, il est en réalité très simple de créer des souvenirs artificiels et de les rendre réels. C'est ce qu'un groupe d'étudiants a fait, 2 filles sont entrées dans la gare avec un grand sac. Ils ont délibérément laissé leur sac à dos sur un banc de la gare puis sont tous deux partis en faisant semblant de vérifier les horaires. À ce moment-là, un autre étudiant est entré en scène, il a joué le rôle d'un voleur dans cette expérience. Je l'ai vu mettre secrètement sa main dans le sac, faire semblant de trouver quelque chose, le mettre dans son manteau, puis s'éloigner rapidement. Après que la camarade de classe soit revenue, elle a découvert que quelqu'un avait touché son sac, et elle s'est immédiatement exclamée « Oh mon Dieu, mon magnétophone a disparu ». Puis elle a commencé à marmonner aux personnes à côté d'elle pour entendre plus de détails « C'est mon patron. Le magnétophone que vous m'avez prêté est super cher. » Bien sûr, le garçon n'a rien pris. Le magnétophone était une fausse information créée par les 2 camarades de classe. Les 2 filles se sont plaintes en interrogeant de temps en temps les témoins environnants, essayant de leur faire rappeler certains détails. Ils ont également demandé aux témoins environnants leurs appels téléphoniques. Une semaine plus tard, un autre camarade de classe, se faisant passer pour un agent d'assurance, a appelé les témoins et a proposé de mener une enquête de routine sur le vol. Il a demandé aux témoins de se rappeler autant de détails auxquels ils pouvaient penser. Finalement, il a posé la question « Avez-vous vu ce magnétophone ?» Même s'il n'y avait pas de magnétophone du tout, plus de la moitié des témoins se souvenaient clairement de l'avoir vu. De plus, c'est assez détaillé. Certains ont dit qu'il était gris, certains ont dit qu'il était noir, certains ont dit que l'enregistreur était dans une boîte, et certains ont dit que l'enregistreur était livré avec une antenne. Vous voyez, l'objet enregistreur inexistant a été pénétré dans la mémoire des témoins grâce à des informations post-événement. C'est vraiment difficile à empêcher. De plus, si vous souhaitez modifier la mémoire des témoins oculaires, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser un langage ou un texte. En effet, dans le processus de transmission de l'information, de petits mouvements tels que le ton de la voix, le regard et le corps, la posture peut transmettre des informations, des pensées et même des souvenirs. Par exemple, certaines enquêtes ont révélé que lorsque des témoins identifient un suspect criminel, tant que la police regarde inconsciemment le suspect plusieurs fois de plus ou change le ton de sa voix lorsqu'elle parle, elle peut dans une large mesure ébranler l'esprit du témoin oculaire. Par conséquent, quelqu'un a suggéré, le principe le plus important pour l'identification est que chaque témoin doit observer la formation seul et ne peut pas être accompagné d'autres témoins ou de personnel associé. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'existe pas de solution complète pour empêcher toutes sortes de postes, les informations sur les événements interfèrent avec notre mémoire. En parlant de ça, vous devez être curieux, quelle est la raison qui fait croire aux gens qu'ils ont vu un magnétophone inexistant? Pourquoi nos souvenirs sont-ils altérés? La réponse à cette question est cruciale pour notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain. À cette fin, l'auteur a également mené une étude, elle a demandé aux participants de regarder une vidéo d'un accident de la route. Les participants à l'expérience ont ensuite été divisés en 2 groupes. On a posé au premier groupe la question, au moment où s'est produit l'accident de voiture, à quelle vitesse les 2 voitures roulaient-elles lorsqu'elles se sont écrasées? Au deuxième groupe, on a posé la question, au moment où s'est produit l'accident de voiture, à quelle vitesse les 2 voitures roulaient-elles? Voitures écrasées? À cet instant, à quelle vitesse les 2 voitures roulaient-elles lorsqu'elles se sont heurtées? Veuillez noter que la différence entre les questions réside dans les mots-clés « écrasé » et « heurté ». Une semaine plus tard, ces personnes ont été rappelées à nouveau, ne regardant plus la vidéo, et invitées directement à répondre à une nouvelle question. La nouvelle question est « Avez-vous vu du verre brisé dans cet accident ?» En fait, il n'y avait pas de verre brisé sur la scène de l'accident de voiture dans la vidéo, mais nous savons tous que les accidents de la route causés par une vitesse excessive brisent généralement le verre. En conséquence, ceux qui avaient déjà vu le mot « claquer » dans la question étaient plus susceptibles de répondre « J'ai vu du verre brisé ». L'explication de l'auteur sur ce phénomène est que lorsque des événements complexes se produisent, 2 types d'informations entrent dans notre mémoire. La première concerne les informations collectées lors de la perception de l'événement initial, la seconde concerne les informations externes obtenues après que l'événement se soit produit. Au fil du temps, ces 2 sources d'informations différentes fusionneront en une seule dans notre cerveau, ce qui nous empêchera de distinguer l'origine de nos souvenirs. Ce que notre cerveau préfère, c'est toujours un souvenir complet. Tout comme dans l'expérience que nous avons mentionnée ci-dessus,
les gens se font d'abord une représentation mentale de l'accident de voiture dans la vidéo, et certaines informations éparses entrent dans leur mémoire. Les chercheurs ont ensuite fourni une information externe en demandant à quelle vitesse allaient les deux voitures lorsqu'elles se sont violemment heurtées. Une fois les deux types d'informations intégrés, la scène de l'accident de voiture dans la mémoire des gens devient plus grave que la situation réelle. Les résultats de ces études ont des implications importantes pour les procès judiciaires, les enquêtes policières et les enquêtes sur les accidents. Les enquêteurs doivent faire tout leur possible pour éviter d'implanter des informations extérieures dans la mémoire des témoins. L'information post-événement est le premier défi auquel la mémoire est confrontée au cours de la phase de rétention, et elle peut également être comprise comme un défi venant de l'extérieur. Le deuxième défi auquel la mémoire est confrontée au cours de la phase de rétention vient de nous-mêmes et est appelé « pensées intermédiaires des témoins oculaires ». Plus précisément, il s'agit des pensées, souhaits et désirs intérieurs du témoin lui-même. Il faut notamment expliquer que les « pensées perturbatrices » dont nous parlons ici ne font pas référence à un parjure délibéré et à un mensonge dans un but précis, mais à des pensées personnelles inconscientes et incontrôlées affectant la mémoire. Regardons un cas. Un vendeur conduit une voiture à une vitesse de 35 miles par heure, soit environ 56 km par heure une fois convertie en unité familière. Malheureusement, il croise une petite fille qui n'a que 4 ans. La petite fille a subi une fracture du bras et du crâne et, pour aggraver les choses, elle a ensuite commencé à souffrir de symptômes épileptiques. La mère de la petite fille a été témoin de tout le processus. Après s'être calmée, elle a été interrogée par la police. Elle a déclaré que le conducteur roulait un peu vite, mais qu'elle n'était pas sûre de la vitesse réelle. Et elle a souligné, à en juger par la situation à ce moment-là, le conducteur n'a peut-être rien pu faire. Un an plus tard, la mère a de nouveau témoigné devant le tribunal, mais sa mémoire était complètement différente de celle de l'accident. Elle a dit que lorsque la voiture est arrivée à grande vitesse, elle a crié à sa fille « Oh mon Dieu !» Prudent. Ensuite, la fille a été renversée. Quant à ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas non plus. La question qui mérite réflexion est de savoir pourquoi la mère s'est souvenue que le conducteur roulait seulement un peu vite auparavant, mais un an plus tard, elle a déclaré qu'il arrivait à une vitesse fulgurante. En mettant de côté la possibilité de mentir délibérément, en fait, dans une large mesure, les opinions des témoins seront inclinées dans une direction qui leur est bénéfique. Les souhaits et les désirs des gens peuvent prendre vie de manière totalement inconsciemment. Dans cette affaire, des témoins ont porté plainte contre le conducteur. Il est dans son intérêt de se rappeler que le conducteur excède de vitesse afin que le jury soit plus susceptible de conclure que le conducteur était en faute. En général, la période entre le moment où un événement se produit et le moment où les témoins se souviennent de l'événement est souvent appelée « intervalle d'attente ». Pendant cette période, les informations dispersées que nous percevons ne resteront pas passivement en mémoire, comme des poissons dans l'eau attendant d'être pêchés à terre. Au contraire, ils seront affectés par de nombreuses influences, y compris les informations post-événement venant de l'extérieur, ainsi que les inévitables pensées et désirs subjectifs venant de l'intérieur. Ce qui précède est la deuxième partie, l'étape de rétention de la mémoire. La troisième partie. Continuons avec l'hypothèse évoquée précédemment, notre témoin de qualité a non seulement évité les pièges de la phase de perception, mais a également bien performé lors de la phase de rétention. Sans l'interférence des informations ultérieures, disons simplement que mes pensées n'ont aucun impact. Il devait maintenant être convoqué pour se rappeler et faire sa déclaration. Pourra-t-il remplir sa mission et rétablir complètement les faits? Je crains que les résultats soient encore décevants. Ensuite, il y a une autre difficulté, qui constitue la troisième étape dont nous allons parler, récupérer des informations en mémoire. En termes simples, l'environnement dans lequel le souvenir est récupéré, la méthode de récupération, la formulation de la question et la personne qui pose la question interféreront tous avec le souvenir original. Examinons d'abord l'environnement lors de la récupération de la mémoire. Un nouvel environnement inhibe souvent nos souvenirs. Les chercheurs suggèrent depuis longtemps que si l'on veut que les témoins réussissent à identifier un suspect, la meilleure façon n'est pas de les convoquer au tribunal, mais de ramener le suspect sur la scène du crime afin que les témoins puissent l'identifier au moment de l'incident. L'incident, l'identification dans des environnements réels. Bien entendu, cette situation est difficile à réaliser. Mais la recherche reste précieuse. Parce que cela nous permet de comprendre pourquoi le taux de réussite des témoins oculaires à identifier les criminels au commissariat est toujours faible. Ce dont je viens de parler, c'est de l'environnement de récupération de mémoire, et regardons maintenant la méthode de récupération de mémoire. Par exemple, dans le processus de collecte de preuves par la police, deux méthodes sont couramment utilisées. La première consiste à demander aux témoins de raconter ce qui s'est passé sans les interrompre. Nous appelons cette méthode déclarative, l'autre est une méthode de question-réponse, où les policiers viennent poser des questions et les témoins répondent en parlant tour à tour. Nous appelons cette méthode enquête. La recherche a montré qu'aucune de ces deux méthodes ne permet de récupérer parfaitement les souvenirs. Elles présentent chacune des avantages, mais elles présentent aussi d'inévitables défauts. L'avantage du formulaire déclaratif est qu'il comporte peu d'erreurs, mais il est souvent incomplet et manque de détails nécessaires.
La méthode interrogative peut restituer les événements de manière relativement complète, mais les erreurs sont nombreuses. Bien sûr, lorsque nous enquêtons et collectons des preuves, nous devons avoir besoin des deux. L'exhaustivité et l'exactitude sont indispensables. Comment résoudre ce problème? À l'heure actuelle, un consensus atteint parmi les psychologues est que les déclarations doivent être faites en premier, permettant aux témoins de raconter librement l'histoire de l'incident. Attendez qu'il ait fini de parler avant de poser des questions précises. Cela peut garantir l'intégrité et l'exactitude des témoignages oculaires dans toute la mesure du possible. Outre l'environnement et la méthode, la formulation de l'enquête et la personne qui a posé la question peuvent également interférer avec la mémoire des gens. Comparé à celui d'un passant insignifiant posant quelques questions aléatoires, le contenu des souvenirs d'un témoin oculaire sera très différent si une personne faisant autorité mène une enquête formelle. Les personnes faisant autorité et jouissant d'une grande crédibilité peuvent plus facilement manipuler les autres et changer leurs attitudes. Cela a été confirmé dans de nombreuses études psychologiques, nous ne le présenterons donc pas plus en détail. Vous voyez, même après avoir franchi avec succès les deux étapes de perception et de rétention, de nombreux facteurs affectent encore nos souvenirs fragiles lors de la récupération des souvenirs. Dans le livre, l'auteur exprime cette émotion, la plupart des gens, y compris les témoins, veulent que leurs déclarations soient exactes, que leurs observations soient méticuleuses et qu'ils ne se ridiculisent pas. Ils veulent donner des réponses et faire leur part, et de nombreuses personnes sont prêtes à prendre le risque. Il existe un risque de commettre une erreur. Le désir des gens de voir les crimes résolus et la justice rendue peut les inciter à fournir volontairement plus d'informations. Mais leur maigre mémoire ne constitue aucune garantie. La différence entre une récupération efficace et une récupération inconsciente fabrication les frontières entre eux peuvent être facilement franchies. Maintenant, c'est tout pour ce livre. Le processus de mémoire consiste essentiellement à percevoir, stocker et récupérer des informations. Mais il est presque impossible de restituer complètement les véritables événements. Car toute étape dans les trois étapes de perception, de stockage et de récupération se heurte à de nombreuses crises, complexes et inévitables. En plus de ce que nous avons mentionné précédemment, les différences individuelles entre les personnes telles que l'âge, le sexe et le niveau cognitif affectent également notre mémoire. Cependant, en raison du manque de place, ces facteurs fréquemment mentionnés ne seront pas abordés en détail. Vous vous demandez peut-être, puisque notre mémoire est si peu fiable, existe-t-il une bonne solution pour la rendre fiable? Dans le livre, l'auteur ne donne pas la réponse ultime pour résoudre les faux souvenirs. Peut-être que ce sera un problème pendant longtemps. Mais le livre mentionne également qu'en démantelant le processus de mémoire et en s'efforçant d'analyser et d'étudier les facteurs qui interfèrent avec notre mémoire, les résultats ont eu un impact profond et positif sur le processus judiciaire. Poussés par les recherches de nombreux chercheurs représentés par l'auteur, les tribunaux américains ont commencé à adopter de nouvelles réglementations pour trancher des affaires. Par exemple, il est strictement interdit de s'appuyer uniquement sur la preuve d'identification d'un témoin oculaire pour condamner, et une corroboration est requise. Toute identification d'un témoin avant le procès doit avoir un avocat même si un avocat est présent. Le processus d'identification ne doit pas avoir d'implications inutiles. La valeur probante du témoignage doit l'emporter sur ses effets négatifs, etc. Cela réduit considérablement la probabilité de condamnations injustes, fausses et injustifiées. Pour nous, gens ordinaires, à travers les nombreux cas réels présentés dans ce livre, nous comprenons au moins profondément à quel point la mémoire est fragile. Ensuite, nous pouvons essayer de faire quelque chose comme ceci. Lorsque nous pensons et faisons des choses à l'avenir, nous pourrions aussi bien nous rappeler que la mémoire est très rusée. Soyez plus rationnel et prudent pour éviter le débordement de souvenirs et occuper les hauteurs de la décision. Avoir plus de preuves objectives. L'intuition superstitieuse est souvent le déclencheur. Les déclencheurs courants de problèmes. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.